qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui partent quand ils ont 18 ans, 17 ans de sa famille et qui rentrent à l'université, qui vivent autre part. Et là-bas, il y a beaucoup de la chance que l'éclat peut se passer là-bas. Mais ce changement, quand il y a la famille, entraîne une perturbation de ses proches, provoquant un grand désarroi. Le médecin de famille peut prescrire des tranquillisants avant d'être relayé par un psychiatre, psychothérapeute. Souvent, ni l'un ni l'autre peuvent prévenir un grand éclat. La famille, la police, le monde médical conduira alors la jeune personne vers les urgences hospitalières. Les urgences, ces formes de réception est typique aux États-Unis, mais aussi très commun dans les autres pays. Je crois peut-être beaucoup de vous connaissez le film de Raymond Depardon sur les urgences. Vous le connaissez? Alors ça se voit et ça se passe ici en France aussi. Et là, on le traite très rapidement sans la nécessité de son consentement avec une haute dose de psychotropes. Aux États-Unis, plus de 70% des jeunes qui arrivent dans le centre d'urgence sont hospitalisés, la plupart contre son consentement. Là-bas, dans l'hôpital, la prise médicamenteuse qui est prescrite souvent est redirigée vers la poubelle en sortant de l'hôpital. Le discours biographique du patient lors et d'un jour prolongé en institution se trouve souvent changé. Sa biographie antérieure disparaît pour laisser place à un discours chronique bien établi. Aujourd'hui, la psychopharmacologie prescrite à ces jeunes gens diminue lourdement leur espérance de vie en bonne santé, avec une mortalité précoce. Dans les dernières années, 30 années, la mortalité, l'expectation de vie est réduite pour les personnes par 15 ans. Dans les dernières années, les années de la psychopharmacologie. Alors, à cause de tout ça, il vaut mieux faire de tout possible pour éviter cette trajectoire. Mais vous me demandez comment ça se fait. Alors tout d'abord, quand ça c'est possible, une petite équipe, ni policiers, ni policiers, y compris des experts par expérience, se rend au domicile de la personne troublée. Cette équipe a pour mission d'ouvrir un dialogue sans confrontation, transparent, non hiérarchique et laissant la place à chacun qui est présent et engagé pour s'exprimer. Le but, ce n'est pas de trouver une solution immédiate pour résoudre la crise. Ce genre d'intervention est le strict opposé de ce que nous pouvons observer habituellement dans les pratiques de la psychiatrie d'urgence. La psychiatrie d'urgence répond d'abord à la problématique des risques avec des outils coercitifs. Les outils qui créent des divisions et qui polarisent la personne dite malade contre les autres. Dans l'idéal, cette équipe sera disponible pour une longue période, avec une fréquence désescalante des visites dirigées par les besoins de la personne et les personnes soutenues. Alors ça, c'est une chose. La deuxième alternative est ne jamais utiliser au moment d'une crise les drogues neurotransformatives que propose l'industrie pharmaceutique et les docteurs à son service. Je m'excuse. Peut-être s'il y a ici des représentants de l'industrie, je m'excuse. Je crois pas.
Beaucoup de gens ont dit que cette pilule était salvatrice. Sans cette pilule, ils auraient beaucoup plus souffert, peut-être ne jamais sortir de l'asile et peut-être même auraient pu se suicider. Et pour certaines personnes, cela peut être vrai. Mais pour beaucoup d'autres, leur ordonnance médicamenteuse les a conduits sur une trajectoire bien plus désagréable. Et sans stratégie spécifique, il est impossible de distinguer ces deux groupes au moment qu'on regarde vers l'avenir. En arrière, c'est trop tard. Mais en avant, il faut savoir qui est vraiment une personne qui ne peut pas vivre sans aide pharmaceutique. Pour cette raison, et pour le risque de la neurotoxicité presque immédiate, il ne faudrait jamais commencer une prise en charge par une prescription psychopharmacologique. Même pour les situations alarmantes, cela peut être souvent évité. Dans un grand nombre de cas, les visites au domicile et différentes modalités de soutien à demande, telles qu'une maison type Soteria, une résidence de crise menée par des experts par expérience, améliore rapidement la situation de la personne en crise. S'il n'y a pas d'amélioration de l'état de la personne dans la crise, dans quelques jours ou semaines qui suivent, suivant une hiérarchie de toxicité, dans les médicaments, il y a une hiérarchie de toxicité. Vous savez ça. Il y a des moins et des plus toxiques. Et on peut introduire des médicaments moins problématiques, tels que les anxiolytiques, les somnifères, qui se prennent seulement si besoin et non régulièrement. Même si les expériences dites psychotiques ne se optimisent pas suffisamment, il est préférable de ne pas mettre en place un traitement dit prophylactique. Sauf pour certains cas exceptionnels. En Finlande, par exemple, où cette méthode avait les meilleurs résultats de ce type d'intervention, moins de 40% des personnes ayant vécu une crise d'allure psychotique resteront avec un traitement prolongé des psychotropes. Aux États-Unis, on essaie 99% de mettre immédiatement sur un régime permanent. Ça c'est ce que dit la psychiatrie moderne. Évidemment, aujourd'hui, la très grande majorité de gens qui tombent dans une crise avec un risque de se trouver mêlés à la psychiatrie n'arrivent pas à éviter ce résultat. Pour eux, il reste une deuxième chance avec un outil légal qui peut influencer les événements à l'avenir. Ça veut dire, au moment que la personne réalise que ça peut rechuter dans l'avenir, la personne peut décider de ordonner une personne de confiance avec des instructions pour, en cas que cette personne tombe dans une autre crise, et pour avertir et pour recommander les choses que la personne veut et pour avertir les choses que la personne ne veut pas. Il y a aussi pour quelques pays des documents légaux qu'on peut écrire, mais ici en France, je crois que c'est seulement une personne de confiance, n'est-ce pas? Comment ça s'appelle ici? Quelqu'un le sait? En anglais, ça s'appelle Advance Directives. Directive anticipée. Comment? Directive anticipée. Directive anticipée. Qu'est-ce que vous vous demandez? Qui c'est qui légalise ce document? Ah, c'est une question très compliquée, parce que il y a des cas où un cours
peut légaliser ou peut pas, mais ce n'est pas un document. S'il y a une confrontation entre la personne avec ses instructions et la psychiatrie, il y avait des cas où la psychiatrie a gagné. Mais il y avait aussi des autres cas, et je vais vous montrer un papier qui a été écrit de Peter Lehman, qui fait une sommaire de toutes ces histoires internationales. Et où on peut dire que si c'est fait avec une personne, c'est beaucoup plus fort. Sans personne, si c'est seulement un document légal, un papier, c'est moins fort. Et aussi, si la personne arrive sans le papier, dans un centre d'urgence, la psychiatrie peut dire je m'en fous, c'est ça. Vous avez une demande là-bas? Les plus graves sont mis sous tutelle. Ah bon? Et c'est des organisations qui s'appellent des tutelles et des curatelles qui s'occupent des handicapés malades. Et il y a un grand tabou sur ce sujet-là parce qu'on dit que les tuteurs prennent l'argent des handicapés et qu'ils s'en servent pour leur propre compte, ils ne le mettent pas de côté. Ça, c'était pour les cas les plus graves. C'est comme administration concept, ce que vous avez dit tout à l'heure, en Oui, fait. je comprends. Et je voulais dire que cette mesure, elle n'est pas facile à mettre en place. Parce que nous, on a essayé de faire ça systématiquement aux États-Unis, et c'est dur pour les gens. Mais s'ils n'ont pas beaucoup des expériences avec la psychiatrie, déjà, à commencer ça. Et il y a aussi des organisations, des ex-patients qui spécialisent pour aider aux gens, des avocats, pour aider aux gens de mettre en place une chose comme ça. Et je veux continuer avec la troisième alternative. C'est un peu similaire à la première, mais c'est pour la durée plus longtemps. C'est que ne jamais entrer des espaces institutionnels contrôlés par la psychiatrie. Par exemple, ici, c'est un espace libre, je crois. C'est pas contrôlé des institutions. Et ça inclut les hôpitaux, les centres de jour et les domiciles psychiatrisés. Aujourd'hui, vous savez que les anciennes institutions psychiatriques sont à la retraite. Beaucoup de régions n'ont plus d'accès aux lits de long terme dans les vieux asiles. D'autres institutions ont pris leur place. D'abord, les hôpitaux aigus pour des séjours courts et répétés dans le temps. Revolving door, ça s'appelle. Comment on dit ça en français? La porte qui tourne. Comment on dit? Comment? Les entrées-sorties. Le barillet de l'entrée. Vous comprenez? C'est une porte comme ça. Ensuite, arrivent les prisons, où une part très grandissante de la population se trouve être des ex-patients psychiatriques. Finalement, les varieuses résidences communautaires, la grande part d'eux, ne sont rien que des vieuses institutions transférées de l'État et de la campagne au milieu de vie. Je ne sais pas si ça existe ici, mais aux États-Unis, il y a des très grands silos pour des ex-patients. Au bord de la mer, par exemple, à New York, à Coney Island, Far Rockaway, il y a des milliers de gens qui vieillissent dans des bâtiments qui sont presque la même chose que les vieux institutions, mais plus moches. Ils sont plus moches. Oui. Tu veux qu'on fasse ça après? Les questions? Moi, je m'en fous. S'il y a du temps. Merci, Monsieur Gérard. Moi, la question, c'est, voilà, j'ai rencontré, grâce à Vincent, Sabine Dick. Est-ce qu'elle est là, Sabine? Sabine, elle est là. Merci, Sabine. Et Sabine, on était dans le bus pour rentrer à Marseille hier soir. Elle a dormi chez moi cette nuit. Et donc, Sabine, elle m'a montré dans le bus, pour rigoler, une carte, comme quoi elle était ce qu'on peut dire en France, en invalidité, avec un pourcentage d'invalidité. Elle a vraiment une carte, c'est pas une carte vitale, hein, c'est une carte qui dénote le fait que elle a une pathologie, elle a quelque chose. Est-ce qu'aux États-Unis, c'est ça ma question, est-ce qu'aux États-Unis on a des cartes comme ça Mais
C'est pas une... I have to explain in English, maybe somebody can explain, or I do in German. Grad der Behinderung, da geht es nur um Behinderung, da geht es nicht um Krankheit. C'est une carte comment on dit, disabilité, invalidité. C'est pas spécifiquement sur la question de psychiatrie ou psychiatrie. Ok. Bon, il y a des cartes en Angleterre, il y a des cartes, des gens ils utilisent parfois des cartes comme ça. Mais je vais continuer. J'ai parlé des arrangements domiciliaires dans la ville qui sont comme des ex-institutions. Tous ces arrangements ont pour but de stabiliser les gens, qui sont du coup libres de se mouvoir, mais très rarement sans supervision médicale ou sans un soutien assez coercitif. Le soutien même est coercitif, psychosocial et souffrant des restrictions économiques. Cela s'accompagne presque toujours d'une situation de ségrégation et ghettoisation, loin des rêves d'intégration de tout. Il existe des alternatives peu coûteuses à ces arrangements transinstitutionnels, mais il faut une très grande volonté politique pour les réaliser en face de l'expansion des espaces psychiatrisés. Les coopératives autonomes sont rares et eux-mêmes ils sont marginalisés par la société. Les familles pauvres avec une personne chargée d'une histoire psychiatriques sont grevés non seulement par le comportement de cette personne, des fois, rendu mal fonctionné, mais encore plus par le moindre de soutien économique et des opportunités d'occupation lucrative. Le marché immobilier est coincé partout et un domicile humain n'est presque pas achevable pour une personne chômeur, même s'il reçoit une pension d'invalide gouvernementale. Et les appartements indépendants, comme de chez soi d'abord, vous connaissez ça, ici, ils sont très peu en comparaison de besoins. C'est pour ça qu'une grande partie des personnes affectées par la psychiatrie se trouvent sans abri ou dans les prisons et non pas dans leurs espaces autonomes. Je veux dire ici un moment parce que je sais qu'une grande partie de ce colloque est organisée autour d'une situation locale ici à Marseille qui ne soit pas tellement différente qu'à New York où je vis et travaille. Il se trouve ici une très grande population des gens sans abri. 4002 sont dites d'avoir eu des expériences avec la psychiatrie. C'est vrai, le 4000. Et qui se trouvent maintenant dans un sens libéré et dans un autre sens attrapé dans un cycle vicieux entre un monde qui se construit des percepts autogénérés et des contacts punctiformes avec les interventions psychosociales. Cette population vagrante est devenue un train d'essai pour tas des entreprises sociopolitiques, anthropologiques et pour une clinique qui se donne un manteau post-psychiatrique. En même temps, les antécédents de cette situation sont moins adressés dans ce dossier. Et l'idée de prévention est submergée sous les efforts de les ramasser et rétablir dans une zone relativement autonome avec des soutiens convenables. C'est pour ça que j'ai décidé, moi, après beaucoup des années de travail dans les rétablissements des gens institutionnalisés, de me dédier à la période débutante de ce trajet, où les personnes en risque de tomber dehors encore ont la chance d'éviter ce destin. En résumé, les risques qu'on peut trouver si on ne peut pas soutenir les trois alternatives que je viens de décrire. Alors, on peut perdre les liens familiales et sociétals. Ça veut dire beaucoup de gens, ils partent de leur famille, ils disent c'était une mauvaise situation.
il y avait beaucoup de trauma. Et quand même, c'est une perte. Ça peut être une grande perte pour beaucoup de gens. Ça peut être une perte pour toute la vie. Ça peut être très triste. Et la personne aussi, beaucoup de fois, il perd son sens individuel et la liberté mentale et physique. On perd les opportunités autonomes, formatrices et économiques. On peut devenir, comme je dis, sans-abri ou incarcéré. Alors on peut être piégé dans le cercle vicieux de la chronification. Comme dit Deleuze-Guattari, le lobe autistisé. Je ne sais pas si vous avez... C'est une description très forte pour moi, le lobe autistisé. Alors tout ça ne veut pas dire qu'on ne se peut pas extraire de cette situation. La quatrième alternative, c'est de faire juste ça, s'extraire des chaînes diagnostiques, institutionnelles, pharmacologiques et marginalisées. C'est ici où est arrivé le mouvement recovery. Récupération, redécouverte ou révélation. Je n'ai pas assez de temps pour visiter ce terroir à plusieurs couches et rempli de contradictions. Les origines de ce mouvement sont bifurquées à une tranche médico-réhabilitative. Pardon de nous interrompre, mais je trouve très difficile de concentrer sur votre voix quand j'entends l'enfant. Je crois qu'il s'occupe de ça. Oui. Il s'occupe. Je m'arrête un moment. Pardon. Peut-être on va donner une glace ou quelque chose. Une autre question en arrière? Oui. Et sans, vous devez prendre le microphone, s'il vous plaît. J'ai une très bonne question à vous poser parce que j'ai vu un documentaire du journaliste intégré de Café Fahrenheit, Michael Myers, et il faisait un documentaire sur la santé entre l'Amérique et l'Europe. Et je sais qu'en Amérique, pour entrer en psychiatrie, il faut payer, alors qu'ici, on est remboursé par une mutuelle ou la CMU si on n'a pas de revenus. Comment vous vous débrouillez pour faire interner les cas de schizophrénie, de maniaco-dépressif, de névrose, de bipolaire en Amérique? Qui c'est qui s'occupe de la prise en charge financière? Puisque le gouvernement a refusé, d'après le gouvernement de Barack Obama. Qu'avez-vous à dire à cela? C'est une question que en fait, j'aimerais bien que vous nous répondiez à tous par rapport à ça. Je vais répondre seulement très, très bref parce que ce n'est pas de problème. L'État paye volontairement pour faire entrer les gens. Les hôpitaux, même si tu n'as pas d'assurance, sont très bien payés pour ça. Ça, c'est un problème qui n'existe pas. Ah, ok. Merci. Quoi? C'est pas vrai? Ah, on parle des alternatives, mais il a demandé si non, parce que ce que ça veut dire, c'est que ce qui est remboursé, c'est la prise en charge massive des gens dans des hôpitaux, des choses comme ça. Une alternative, par exemple, pour pouvoir voir des thérapeutes qui sont prêtes à être dans une démarche plus de recovery en dehors de la psychiatrie, en dehors d'une psychopharmaceutisation, c'est-à-dire en dehors de quelque chose qui assomme par les psychotropes. Ça, c'est pas remboursé. Okay. Et c'est un énorme problème. Non, ça c'est un énorme problème, c'est raison. Mais il y a deux choses. Je veux dire, je veux répondre un peu plus longuement parce qu'il y a un discours sur cette question, alors je vais répondre. Il y a quelques problèmes. Le problème d'un jeune qui arrive à la psychiatrie pour la première fois, qui vit avec la famille, qui a l'assurance privée peut-être. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas payées pour cette personne. Alors le système doit rendre la personne invalide pour que la guérison, qu'on dit le réétablissement, soit payé. Vous me comprenez? Ça veut dire, sans être rendu invalide, c'est beaucoup plus difficile. Ou tu es très pauvre,
Mais si tu as une situation moyenne, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas payées. Et on est juste, les alternatives, ils sont presque jamais payés. Sauf, alors, on peut demander, je vais juste finir 2 minutes et après on peut discuter. Laisse-moi finir pour 2 minutes et après on peut discuter, ok? Ça va? Parce qu'on m'a demandé de parler sur le recovery. Comment on dit vraiment recovery en France? Rétablissement. Comment? Oui, rétablissement. C'est pour ça, je demande, c'est une question rhétorique, je demande, parce que je sais qu'il n'y a pas une traduction. Même en anglais, le mot recovery veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis, c'est bifurqué. L'origine de l'idée de recovery, d'une part, vient des gens qui ont expériencé eux-mêmes de se ressortir, de se faire sortir des événements, des expériences eux-mêmes. Et à l'autre part, il y a la psychiatrie aujourd'hui qui a découvert l'idée de recovery et qui l'instrumentalise. Alors, c'est pour ça que je veux dire, cette origine de, par exemple, Patricia Deegan, ou beaucoup de gens aux États-Unis, en Angleterre, aussi en Europe, qui ont commencé à décrire leurs expériences autonomes, qui sont beaucoup plus sauvages peut-être, qui viennent de la part des ex-patients qui ont pris charge de ces destins, ces expériences, et ces mots pour décrire leur recovery. Cette communauté qui grandit énormément et avance des méthodes pour confronter leurs crises individuelles et aussi les résidus des traitements psychiatriques. J'espère que pendant cette journée, nous allons écouter beaucoup à propos de cette stratégie pour chercher un dialogue entre la position de ces articuleurs qui se trouvent remarginalisés par la rhétorique dominante de recovery avec le lettre capitale et les vies réelles des personnes affectées. Merci. Bravo. Je reste ici pour les questions. Oui. Ah, voilà. Pourquoi en France, il y a la sécurité sociale qui existe et pas à l'étranger? Pas depuis... Bon, la sécurité sociale existe presque partout. Ça veut dire aux États-Unis, par exemple, comme dit Made in America, what's his name? Come on. No, Made in America wrote the book. Whitaker, il a dit que, il a décrit que la sécurité sociale aux États-Unis pour des personnes dites infirmes, elle grandissait dans les dernières 30 années 300%. C'est incroyable. Pour moi, c'est une chose très compliquée parce que ça prévent les gens de mourir des fois et d'être vraiment sans rien. Mais à l'autre côté, ça aussi rend les gens permanentement invalides. Alors mais comment ils font les gens qui n'ont pas de mutuelle, rien à l'étranger? Je ne comprends pas. Comment ils font les gens? Comment ils font pour se soigner? Pour se soigner. Ah bon, je vais prendre une autre question maintenant et je vais retourner de ça, ok? Plus tard, merci. Avec le micro, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Judy et je viens de Jersey, dans les îles de la Manche. Donc, nous avons nos propres services sociaux et tout ça. Si seulement moi j'avais eu une boule de cristal, quand à l'âge de 18 ans, je suis allée loin de chez moi, comme les étudiants dont vous avez parlé. Donc, je suis partie de Jersey pour aller tout au nord de l'Angleterre. Je suis devenue très
très, très déprimée. Et grâce aux psychiatres et aux médecins, je suis ici aujourd'hui. J'entends très bien ce que vous dites, mais je pense que si on veut vraiment parler et changer les choses, il ne faut pas démoniser tout psychiatre. Parce que c'est bien vrai que quand on m'a subi à 18 électrochocs, qui a commencé sur le jour de mon 21e anniversaire, ce n'était pas gai, mais je sais bien que ces médecins le faisaient parce qu'ils pensaient qu'ils prenaient soin de moi qui était loin de de ma famille. Je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est seulement... oui, on n'a pas... Si j'avais eu une boule de cristal pour savoir ce qu'a rapporté ces médicaments... Je veux dire que vous avez eu la chance. Oui, je sais parce ça. Parce que moi aussi, je suis psychiatre. Ça veut dire que j'essaie vraiment à aider des gens. Je parle de l'institution psychiatrique et je ne parle pas des psychiatres individus qui peuvent faire des choses différentes. Bon, alors, sûrement, on peut dire, il y a la théorie de merci, on dit « thank you theory ». C'est une théorie d'un psychiatre américain qui fait une recherche sur des gens qui ont été hospitalisés contre leur vœu. Et après, on dit « ah bon, c'était très bien, quand même, je vous remercie ». Alors, pour moi, c'est une polémique aussi, mais je crois que parfois, les gens ont de la chance, même si c'est 50%, même si c'est 40%. Mais il y a toujours les autres 60 pour 10%. Il y a toujours les autres. Et pour savoir qu'est-ce qu'il peut se passer, il faut minimaliser les risques en avant. C'est ça ce que je parle de ça. Et c'est bien que vous êtes là. Non, mais on va passer à quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Oui, en fait, je pense que le problème principal, c'est que la crise psychotique est tout simplement épisodique et que la solution proposée, c'est une médicamentation permanente. Alors que tout simplement, si on accompagne les gens dans la crise avec des pairs, des gens qui connaissent la crise et qui accompagnent, mais vraiment accompagner, c'est-à-dire vraiment avec la présence, une écoute et un savoir expérientiel de la maladie, je pense que là, oui, on peut avoir vraiment des résultats sans médication. Bon, il y a beaucoup de choses dans que vous dites. D'abord, vous dites la crise dite psychotique est épisodique. Mais l'épisodisme, comment on peut dire, ce n'est pas le seul caractère de la crise. Si on rentre dedans, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver. Mais avec la psychiatrie traditionnelle, institutionnelle, on ne rentre pas dedans. On fait un détour. On fait un détour, on évite, on couvre, on fait taire les gens. Si on peut rentrer dedans, si on peut comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi ça se répète, que sont les triggers? Quoi? Déclencheur. Les choses déclenchantes, qu'on peut savoir ça c'est une autre chose. Ça commence à être connu, ça commence à être une situation plutôt understandable, compréhensible. C'est pas juste un moteur qui va et qui s'arrête et après ça rechute. C'est une chose très profonde que les gens, et il y a beaucoup de gens ici qui peut-être peuvent dire beaucoup plus sur ça, qui ont expérimenté ça. Alors, c'est pas juste une... Vous me comprenez? Ah, voilà. Bonjour, je suis Père Aidant, je vous remercie beaucoup. Je voulais savoir, quand vous dites éviter les drogues neurotransformatives lors des crises, est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur vos préconisations?
Que faites-vous dans ces moments-là, à ce moment-là? Merci. Ça dépend des situations. Par exemple, il faut pas ne rien faire. Ça veut dire il faut être là, il faut être avec la personne, il faut donner du soutien, il faut faciliter la communication entre la personne en crise et les autres, surtout les proches. Et, comme j'ai dit, dans des situations comme il y a des maisons de crise peut-être, où la personne peut aller si chez soi ça ne va pas. Il y a des maisons de crise. Et là-bas, on a vu dans la recherche que dans 2-3 semaines, sans médicaments, sans antipsychotiques, les gens ont les mêmes résultats que dans l'hôpital avec l'antipsychotique. Ça veut dire, dans cet endroit où il y a le soutien, il y a être avec, et beaucoup de personnes qui travaillent là-bas sont des ex-patients, par exemple. C'est juste une chose. Et l'autre chose est que si la personne vraiment ne peut pas dormir pendant des jours, par exemple, ça se passe, oui, on peut aider à dormir, mais pas avec un antipsychotique. Pas avec, peut-être pour quelques jours, un anxiolytique, un somnifère. Et l'antipsychotique, il faut vraiment attendre. Il faut vraiment attendre, et en même temps, il faut soutenir, il faut entrer dans les choses avec des expériences. Donc, moi, je suis père, mon fils est malade, déclaré schizophrène, voilà. Il est actuellement hospitalisé, donc il sortait, il rentrait, là, il est en institution. Il a failli venir avec moi aujourd'hui, mais il ne pouvait pas. Donc, il est en hôpital. Et il est sous médicaments, mais en fait les médecins, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de parer au plus pressé. Et nous, parents, quand on l'a fait hospitaliser contre son gré, on ne savait pas que faire. Hein. On le fait hospitaliser contre son gré, les médecins, eux, parent au plus pressé en lui mettant des drogues. Ils le tiennent justement sous couvert, donc il ne peut pas dire ses émotions, rien du tout. Et après, s'ils ont le temps, ils essaient de le faire un peu parler, de faire sortir des choses, voilà. Mais ça, je dis ça, c'est banal ce que je dis, mais je pense que c'est ce qui arrive à la majorité des parents, c'est qu'à la crise d'urgence, on hospitalise. La première fois, on ne sait pas comment ça marche, on appelle le SMUR, on le met en hôpital, et là, il part au plus pressé. Donc nous, on habite en campagne, on n'habite pas sur Marseille ou dans une ville, et donc ici, c'est un petit peu, on est là par hasard, quoi. On est là parce qu'on a entendu une émission de radio, ce qui est une belle chose en soi, hein. Mais voilà, je veux dire, la médecine donc, que vous critiquez, je dirais, nous, c'est la seule qu'on connaît, au départ. Voilà. Et actuellement, on se pose la question avec ma compagne, comment on peut justement maintenant le sortir de ça. Voilà. C'est banal ce que je dis là, mais c'est juste pour rappeler le parcours de notre famille. C'est pas du tout banal, c'est l'expérience de la plupart des gens. Parce que on peut pas, si tu n'es pas en Finlande, par exemple, si tu n'es pas dans certains endroits des États-Unis, très peu, tu as toujours la même expérience que nous. Tu as toujours la même chose. Si tu appelles, par exemple, je parle de Finlande parce que c'est exemplaire, s'il y a une famille dans une certaine région, elles savent d'appeler un certain numéro. Et ce numéro, c'est une équipe que je parle, qui vient de chez vous, même en campagne, qui vient de chez vous et qui commence à parler, qui ne commence pas à faire des choses, qui ne commence pas à donner des médicaments, qui commence à s'asseoir dans le foyer de la famille et dans 16 heures. Et moi, j'ai appris cette méthode seulement récemment, parce que c'est très très fort. Ça s'appelle le dialogue ouvert. Et c'est vraiment une chose étonnante. Mais aussi, il y a des équipes en Angleterre, par exemple, qui sont aussi, on peut dire, soft, mou, non? On dit? Douce, souple, cool, qui ne rentre pas avec, comme la police. Mais ça n'existe. Alors, l'autre problème est que 5, 6, 10 ans se passent et les gens réalisent que ça n'allait pas bien. Et c'est tard pour s'organiser. C'est tard. C'est pour ça que nous,
les gens qui ont déjà eu ces expériences. Nous devrons commencer à organiser ça. Et les vieux survivants qui ont passé leur vie dans la rue, dans les hôpitaux, ils ne doivent pas oublier ces jeunes. Ils doivent se rappeler à cet âge-là et recommencer à voir si peut-être on peut prévenir des choses. Ça, c'est mon truc maintenant. Je sais qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. On peut faire avec des pères, avec des choses. On peut. C'est pas il est très important de commencer. N'importe quand. Vous comprenez? Quoi? Madame? Oui. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Là où je vous rejoins, je suis tout à fait d'accord en fait. Parce que pour moi, la psychiatrie, c'est un harcèlement mental qui ne rime pas avec le mot maladie. Je ne pense pas qu'on peut soigner quelqu'un en le faisant dormir dans une chambre d'isolement avec un lit en métal, accompagné d'hallucinations dures qui se retrouvent comme un métal. Juste pour vous dire que je vous rejoins là-dessus. C'est pas une solution du tout. Et quand on est dedans, on cherche pertinemment, en permanence, comment s'en sortir, arrêter les médicaments et ne pas être harcelé de ça y est, j'ai une angoisse, il faut que je prenne un médoc. Merci bien, mais ça me fait rappeler à une femme. J'ai fait un film il y a 15 ans, 20 ans, avec une femme en Autriche qui est rentrée dans l'hôpital la première fois et on l'a mis dans un lit, comment dire, pour des enfants qui est couvert de... C'est comme une cage. Non, mais il y a des barreaux. Un licage. Elle était dans le licage, dans une chambre, et elle disait qu'à côté, elle a écouté des bruits de métal. Elle a pensé qu'on va tout de suite, on va la couper, on va la couper, la menacer avec ses couteaux, comme chirurgie. Elle a eu ces idées dans l'isolation. Et après, ils ont dit, bon, elle est folle, n'est-ce pas? Elle est paranoïaque. Parce qu'on ne va jamais faire ça. Alors... une dernière question. Après, on va passer à Josette. D'abord, Yann va nous dire un petit mot. Merci beaucoup. Je suis parent d'un fils, je ne sais pas si je peux dire malade ou... ma question est la suivante. Un psychiatre prescrit des médicaments au patient. Un autre dit de ne pas prescrire. Là, en tant que parent, je me demande, là, je ne sais pas là où mettre le pied. Parce que si le même un psychiatre dit qu'il faut prescrire les médicaments, l'ordonnance, l'autre dit de ne pas le prescrire. Là, exactement, qu'est-ce que nous devons suivre en tant que parents? Et puisque les nôtres, déjà, ont commencé la prise de médicaments depuis longtemps, comment faire sortir de cette situation? Merci beaucoup. Il y a deux points. Ni l'un ni l'autre psychiatre, les deux psychiatres vous laissent dans le vide, je veux dire. Ça veut dire, l'un qui dit ne prenez pas, l'autre qui dit prenez. Parce que ce n'est pas les psychiatres qui vont résoudre cette chose. C'est les autres gens, c'est la personne et les ex-patients peut-être. Et on doit faire quelque chose hors des médicaments. Alors ça veut dire, si une personne... Il y a une très importante situation, je vais juste répondre pour 2 minutes. Si quelqu'un a déjà pris des médications pour une période assez longue, cette personne a une situation différente que la personne qui n'a jamais ou presque jamais pris. C'est une situation neurobiologiquement différente. Il faut vraiment savoir. Parce que c'est pour ça aussi que la prévention est extrêmement importante. Parce que si quelqu'un a pris déjà, et je m'excuse parce que c'est dur à l'entendre, il faut vraiment faire une réduction très très lente. Et on ne peut pas juste abandonner les médicaments d'un jour à l'autre.
ça va sûrement être une rechute. Vous me comprenez? Toi, tu ris parce que tu connais la situation. Je connais bien. Oui. Alors c'est pour ça, après de quelques années, elle peut s'en prendre. Le cerveau, les transmetteurs, ils sont changés. Et on doit faire doucement. Alors il faut vraiment avoir une stratégie. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on peut le faire. C'est pas irréversible. C'est pas irréversible. Bon, on a demandé des questions, peut-être on peut parler un peu de ça. Mais il y a des choses qui ne sont pas réversibles, mais ils peuvent s'améliorer. Ça veut dire la sensibilité peut-être pas irréversible, mais la réduction est possible pour tous, je trouve. Merci Peter. Merci beaucoup. Merci. Alors,